Je vais passer très rapidement tout de suite au deuxième exposé, et je pense qu'il y en a en réalité un certain besoin, puisque depuis hier, vous entendez parler de Kuze-Bygerd. Jean-Luc nous en a parlé, il nous a lu un texte, mais on a entendu parler du lycée Kuze-Bygerd à Ijevsk. On a vu sur les photos des rues d'Ijevsk et le street art de Yevgeny Bikuzin. Et donc, je voudrais qu'on s'arrête un moment, qu'on consacre 25 minutes à rendre un hommage à l'homme qui porte ce nom, Kuze-Bygerd, et j'ai voulu intituler ma présentation de Gerd « Un homme dans la tourmente ». J'ai évoqué hier une période tout à fait extraordinaire de floraison de la culture oudmourte qui a suivi la fin de la guerre civile, qui a duré jusqu'au tournant des années 30, et je voudrais la réévoquer ici par l'intermédiaire de son représentant le plus emblématique, le poète Kuze-Bygerd, qui a vécu une destinée contrastée, avec une courte période d'énorme popularité, avant de tomber victime, disons, des impératifs du parti, puis une période assez longue d'oubli posthume, une lente réhabilitation, et puis une période qui promet d'être plus stable, une période que je ressens comme une période d'héroïsation. Alors, je voudrais ici m'arrêter sur cette personnalité, et en le considérant comme emblématique, justement parce qu'il s'agit d'un homme de talent confronté à toutes les complexités d'une période où rien n'est clair, où il n'y a aucun modèle qui vous indique quel choix faire. Et il faut trouver sa voie dans toutes ces difficultés. Et que je ne suis pas tentée d'héroïser ou de statufier Gerd. J'ai envie de garder cette dimension d'hésitation, qui est extrêmement humaine et tout à fait naturelle dans une période comme celle-ci. Kuze-Bygerd, né Kuzma Tchaïnikov, jeune intellectuel qui commence son itinéraire avec un parcours finalement relativement canonique. Une maman chanteuse, profondément inscrite dans sa culture, le petit dernier. Une maman chanteuse, Gerd l'évoque à un certain moment, et je vous cite ce paragraphe pour bien l'inscrire dans une lignée et dans une tradition. « Je me souviens de ma mère, qui était considérée dans la région comme une excellente chanteuse, voyante et guérisseuse. Quand on lui demandait de chanter, elle ne connaissait aucun chant et se trompait souvent. Mais quand des invités arrivaient, ou quand elle-même se rendait à une fête quelque part, elle changeait du tout au tout. Avec un verre d'arak ou de moussoul, elle n'en finissait pas de chanter. Elle savait improviser et se trompait rarement. Associant ses récits issus de la vie avec une mélodie, elle créait de nouvelles chansons, réutilisant parfois des expressions ou des vers de textes d'autres chansons. Elle-même, ce faisant, était complètement transformée. Ses yeux ternes s'animaient, s'enflammaient, le timbre de sa voix devenait plus dense, ses lèvres tremblaient. Elle gesticulait abondamment et ne remarquait plus ce qui se passait autour d'elle. Elle était à tel point prise dans son chant qu'un jour, en agitant les mains, elle a même renversé le verre de moussour de sa voisine. Quand elle avait fini son récit chanté, la voisine lui répondait en improvisant de la même manière avec un chant racontant sa propre vie. C'est seulement dans ces circonstances qu'il était possible de noter des textes précieux. C'est donc de ce terreau que le jeune Kuzma émerge. Des études réussies, des études d'instituteur, le travail en 1916, et puis bientôt sa vie et celle de beaucoup de gens basculent avec les événements révolutionnaires. Et déjà, nous le savons à cause des textes de cette période qui nous a laissé son cœur bat pour l'oudmourtitude. Dans bien des poèmes publiés dans son premier recueil en 1922, mais écrits à la fin de son adolescence, il exprime sa tristesse de voir son peuple oudmourte réduit
dans un état si peu digne et avec des accents souvent inspirés de la tradition. Il exprime une sorte d'ardeur messianique, la volonté d'être le sauveur de son peuple. Et je me permets là de lire un extrait d'un texte de lui, de cette première époque. Comme une ruche d'abeilles, mes pensées infinies autour de ma tête tournent en voletant. Moi, je les attrape, et les enveloppant autour du rouet, je les file. Je tisse une dentelle. Comme une fleur d'églantier, je tisse en rose les bordures. Comme une fleur bleue, je tisse en bleu les milieux. Sur le bleu, d'un fil d'argent, du peuple oudmourte, je coule les larmes. Au bord de ma dentelle, je couds la souffrance de mon pauvre peuple, ses soucis, ses joies. D'après son pinceau d'or, d'un fil d'or, au bord de ma dentelle, je couds. Donc c'est un peu le lyrisme d'un jeune homme qui se sent porteur d'une mission. C'est une vision romantique de poète seul, isolé, portant les souffrances de son peuple, qui est sans doute la plus caractéristique de cette toute première phase du jeune Gerd, lequel, à l'époque, très probablement, est surtout actif en parole, et en parole qui reste privée jusqu'au moment où elle commence à paraître après 1919. Elle révèle pourtant une dimension passionnée dans son engagement, et ce qui est caractéristique de cette première étape, c'est une poésie spontanée, moins étudiée formellement que celle qu'il produira après avoir étudié à Moscou, mais d'une grande fraîcheur. Les événements révolutionnaires, mais ils sont l'occasion d'une socialisation intense et excitante. L'école où il travaille, donc les instituteurs, sont au cœur des changements, parce que cette intelligentsia oudmourte, et c'est le cas pour les autres populations finno-ougriennes aussi, c'est une intelligentsia faite pour l'essentiel de maîtres d'école, d'instituteurs. Ce sont eux qui demandent à ce que l'école prenne en compte le fait oudmourte. Les réunions d'instituteurs oudmourte se multiplient, qui sont doublées en même temps dans l'année 1917-1918 par des réunions de militants du parti. Mais on a l'impression que c'est une période où toutes les frontières sont floues, parce que dans ces réunions de militants du parti, bien souvent c'est Gerd, qui n'est pas membre du parti, qui va faire les rapports. Donc les lettrés oudmourte se rencontrent, font des plans, et pas seulement des plans, l'heure est à l'action, parce que le jeune Kouzma Etchaïnikov s'engage dans une activité qui est carrément politique. Il travaille, entre autres, à l'établissement des frontières de l'autonomie oudmourte qui se prépare. Et dans cette période bouillonnante, il s'affirme déjà comme l'une des personnalités les plus engagées. Il prend par exemple la direction des établissements préscolaires. Il fonde un orphelinat oudmourte. Il écrit dans la presse. Il fait des tournées de théâtre et monte des pièces dans les villages. Il y joue. Il monte 47 pièces de théâtre entre 1918 et 1919. Et il y joue avec succès des rôles féminins. Il organise des cours pour instituteurs. La formation était la réponse aux besoins les plus cuisants. Il y a une sorte de multiplication des énergies qui caractérise les périodes de transition, les périodes de création de monde. Tout le monde fait feu de tout bois, mais certains sans doute plus que d'autres. On enseigne, on écrit, on publie dans les journaux, on norme la langue, on prépare des manuels, on collecte du folklore, on se rassemble, on s'organise, on construit. Et toute cette génération est engagée dans cette tâche titanesque. Mais Gerd est sans doute de ceux qui mettent le plus, qui donnent de plus de leur personne. Il est rédacteur, et là aussi, n'étant pas membre du parti bolchevique, il est malgré tout rédacteur du journal du parti, Goudry, Tonnerre. Et nous avons l'impression qu'il continue quand même à se sentir un peu seul. Il est profondément conscient de la faiblesse de l'équipe qui est mobilisée face aux tâches qui sont les leurs. Peu d'écrivains, peu d'intellectuels sont bolcheviques au départ. Mais il
les autres aussi, ceux qui ne s'engagent pas, qui ne vont pas jusqu'à adhérer au parti, sont en collaboration, en situation de collaboration avec les organes du parti, parce que l'intelligentsia Udmurt a le sentiment qu'ils peuvent donner aux Udmurt ce dont ils ont besoin, à savoir une dignité. Egerd, sans être membre du parti, il soutient à plein et on a l'impression vraiment qu'il fonce, parfois même avec les œillères qui sont caractéristiques de l'enthousiasme révolutionnaire. Par exemple, il écrit des critiques assez méchantes vis-à-vis de collègues poètes qui ne chantent pas avec suffisamment d'enthousiasme la nouvelle vie et qui continuent à avoir des tonalités intimistes et pas trop sociales. Il se plonge donc totalement dans un monde qui requiert cet engagement total. Et à l'époque, on peut dire que son univers est noir et blanc, ou même plutôt, plus précisément, rouge et blanc. Pendant ces années militantes, quelques événements enflamment son imagination, l'inspirent. Il fait par exemple des voyages à Moscou, en 1919-1921. Il y entend Lénine. Bon, cela déjà à l'époque est enthousiasmant, mais surtout, il y a quelque chose de plus inspirant pour le jeune homme. C'est qu'au cours d'un de ses voyages à Moscou, en explorant une librairie, il tombe sur un recueil de poésie finnoise, traduite en russe. Et ça, c'est quelque chose qui lui montre la voie à suivre, il en parlera. Les Finnois, après tout, n'étaient pas si éloignés des Udmurt. Ils étaient dans le même empire. Ils avaient été pendant longtemps dans le même empire, disons. Et cela donne à Gerd un espoir. Il montre, il dit, nous aussi, on doit construire une poésie comme les Finnois l'ont fait. On doit porter notre voix et la faire monter au niveau international. Et c'est possible parce que les Finnois y sont arrivés. Alors, dans cette volonté d'être utile à son peuple, de faire quelque chose qui porte, il est conscient qu'il doit se perfectionner. Il s'agit quand même d'un tout jeune homme encore. Et il décide de faire des études à Moscou, à l'Institut de littérature, à l'Institut Gorky, donc, où on apprend à devenir écrivain, poète. Et c'est une période de sa vie et une période de la vie du pays qui est d'une richesse extraordinaire, la période entre 22 et 25. Car Moscou est au cœur d'un bouillonnement intellectuel foisonnant. Il faut bien se remettre en esprit que le parti n'est pas encore dominant de manière totalitaire dans le pays. Il y a encore de l'espace. Il va le devenir petit à petit. Mais au début des années 20, à Moscou, les discussions sur la portée de l'art, la raison d'être de l'art, sur l'art et le prolétariat. Il y a énormément de choses qui se passent. Les intellectuels cherchent leur voie, ils se regroupent, ils débattent, ils se querellent. Et ces jeunes étudiants venus des régions finno-ougriennes de Russie ont ainsi l'occasion d'être tout à fait au cœur de la vie intellectuelle. De plus, c'est évidemment là que se rassemblent les jeunes venus des provinces qui viennent se former pour rapporter dans leur pays une compétence, et notamment dans les régions nationales. Et puis, il y a aussi des intellectuels étrangers qui séjournent à Moscou. Donc, pour un provincial d'une vingtaine d'années, cette expérience sera décisive, parce qu'elle lui donne une perspective sur la vie à une autre échelle. Et il peut resituer son Udmurtie dans une perspective. De plus, à Moscou, il agit, il écrit, il publie, il édite des manuels, il fait connaître sa culture, il crée une vie associative. Donc là, l'action est au rendez-vous. Il se fait des amitiés, des inimitiés aussi, des jalousies.
car si Gerd est un être humain, il a des aspects extrêmement sympathiques et puis il a des travers aussi. Il est expansif, il occupe beaucoup de terrain. On ne voit que lui. Ça ne plaît jamais à tout le monde quand il y a une personne que l'on voit trop. Je cite un de ses compagnons, le poète Marie-Alexandre Tock. Il attirait la sympathie par son charme, par sa gentillesse naturelle. Il était toujours très soigné dans son apparence. Il arrivait à son bureau, il fait référence au bureau aux éditions des nationalités. Gerd s'occupait des éditions en langue oudmourte. Toujours bien rasé, légèrement parfumé, poudré, habillé modestement, avec un beau sourire. Je me suis souvent dit que son sourire est rayonnant. Il avait 27 ans quand je l'ai connu. Il était mon aîné de 9 ans, mais ni avec moi, ni avec les autres collaborateurs plus jeunes que lui, il ne s'est jamais montré hautain. Il discutait avec nous avec une grande sincérité et beaucoup de chaleur. Souvent, les étudiants oudmourts de Moscou passaient le voir. Complétons ce tableau parce que Gerd dit de lui-même « Je suis une personnalité instable, expansive, impétueuse. Je ne peux pas garder les choses longtemps en moi. Je fais confiance aux gens, je suis incapable de mentir. Il suffit que quelqu'un lance un débat animé pour que j'en vienne presque à oublier que je peux être entouré d'ennemis. » Ça, c'est une chose à retenir parce que je crains qu'elle n'ait eu une certaine incidence sur la suite des événements. Dans ces années moscovites, dans ces années où il mûrit, il progresse aussi bien comme personnalité que comme artiste. Il a comme professeur de poésie Briousov. Briousov, un grand symboliste russe, et un poète qui est très partisan du travail créateur. La poésie, pour Briousov, se travaille. Et c'est le grand enseignement qu'il transmet à Gerd, le sérieux, le professionnalisme, l'exigence vis-à-vis de soi-même, et Gerd en tirera profit. Et d'ailleurs, autre revers de la médaille, il critiquera souvent ses collègues pour leur absence de sérieux et leur absence de travail créatif. Là aussi, c'est peut-être quelque chose qui lui coûtera cher. Il aurait voulu rester à Moscou et faire deux thèses. Une thèse en folklore et une thèse en ethnologie. C'était son projet, mais il ne peut pas parce qu'il y a une lettre de plainte de ses condisciples oudmourtes. Et il est rappelé à Ijevsk. Sa bourse est interrompue. Avec un retour en même temps enthousiasmant, parce qu'il retourne au pays, il peut mettre en œuvre un certain nombre de ses projets, mais en même temps assez difficile, parce qu'il prend des responsabilités, la responsabilité du musée, il organise quelques grosses expéditions finno-ougriennes, il est appelé partout, il y a des choses à organiser, je suis membre de la rédaction de Kenesh, le journal des écrivains, la commission d'éducation de la maison d'édition Oudkniga, la commission linguistique pour l'oudmourtisation, la section socioculturelle des chercheurs, etc. En même temps, il est actif dans la vie littéraire de son temps et contribue à rédiger les statuts de la VOIRP, qui est l'Union des écrivains prolétariens de l'époque. Il en est élu président, et là, ça commence à tourner, parce que ça ne dure pas longtemps. Il est pris de front par les responsables du parti, qui l'obligent à démissionner, et il commence manifestement à être gênant. C'est-à-dire sa liberté de parole, sa liberté de réflexion, son approche critique, il critique les positions non suffisamment fondées de ses collègues, font qu'il va se heurter directement au parti. Et la solution, c'est de repartir à Moscou et de se plonger dans le travail scientifique parce que l'atmosphère devient politiquement difficile à Ijevsk pour lui à cause de cette hostilité dans les milieux du parti. D'ailleurs, en 1927, il a déjà du mal à publier le recueil dont parlait Jean-Luc, son deuxième recueil, Terre en fleurs, qui paraît à Kazan, pas à Ijevsk d'ailleurs. En même temps, avec ce recueil, Gerd est un témoin de son temps. Il y a un mûrissement dans le travail formel de la poésie. Il aborde les sujets de construction
de l'Oudmourtie, de travail pour les Oudmourtes, d'Oudmourtie nouvelle. Du coup, c'est une poésie moins spontanée et que aujourd'hui nous ressentons comme un peu plus conjoncturelle et moins universelle. Et l'histoire se répète. Il est rappelé à Moscou sur une plainte de ses condisciples. Donc là, on voit à quel point les jalousies que sa personnalité avait pu susciter ont eu des conséquences directes sur son sort. Et quand il revient à Ijevsk, il y restera d'ailleurs, il commence à être l'objet d'attaques fielleuses. Vous voyez, 1928, c'est le moment où la collectivisation est lancée et l'ambiance devient tendue, menaçante. Il est même accusé très directement, tantôt par le parti, tantôt par ses confrères, d'avoir une poésie dangereuse, ambiguë, de ne pas propager suffisamment la politique du parti, d'être un loup déguisé en brebis. Ça, c'est une expression d'un dirigeant du parti à son égard. Et dans cette situation, il se demande s'il ne ferait pas bien d'adhérer au parti, parce que lui n'est pas hostile au parti. Il a envie de construire. Et il se pose la question, il en est découragé par son ami H.L. Chioki, mais la question se pose, et je pense que c'est une question tout à fait naturelle, que l'on se pose dans une situation difficile, quand on se demande comment est-ce qu'on peut continuer à exister, à faire des choses. Il se demandait si en donnant des gages de sa loyauté, cela pourrait lui permettre de rester actif. Et c'est dans ce contexte-là qu'en 1931 paraît son troisième recueil, Degrés, avec encore une évolution dans la finesse formelle, une poésie assez inspirée par celle de Maïakovsky et très directement tournée vers des thèmes d'actualité. Alors, on s'approche de la fin, 5 minutes, me dit-on. Penchons-nous un peu sur les attaques dont il fait l'objet. Beaucoup sont des poèmes du premier recueil, c'est-à-dire poèmes d'un recueil paru presque 10 ans auparavant. Et ces poèmes sont censés prouver qu'il n'avait pas acquis les bases du marxisme-léninisme. On lui reproche son idéalisme, sa naïveté, ses tendances nationalistes. Et surtout, justement, on va en chercher des preuves dans ses premiers poèmes, beaucoup d'entre eux écrits quand il était adolescent. Et je vous cite une phrase d'un responsable du parti, prononcée en 1931. Le porte-parole de l'idéologie de la bourgeoisie nationale sur le front de la littérature, c'est un poète que nous connaissons tous, pas Jean-Luc Moreau, mais Kusébaï Gerd. Le gerdisme, qui unit, chante les louanges de tous nos adversaires, chante les louanges de la classe des koulaks que nous avons liquidés, s'opposant à toutes nos initiatives, à notre construction socialiste, exprime l'espoir et le désir des koulaks, de cette classe liquidée et de ses organes, les kenesh. Dans les pages de notre presse, ce koulak milite contre la langue russe, contre les masses travailleuses russes. Il appelle les Oudmourtes arriérés à ne pas étudier le russe. Pourquoi cet acharnement contre Gerd ? Bon, manifestement, il n'y a pas que Gerd. Car au début des années 30, il se prépare des choses en haut lieu, des attaques systématiques contre l'intelligentsia nationale des peuples finno-ougriens. Dans la région de la Volga, c'est la première répétition a lieu en Pays-Marie en 1930. C'est l'affaire des fédéralistes qui est montée par un nom qui deviendra célèbre, le nom de Yezhov, responsable de la sécurité et qui aura la possibilité d'exercer ses talents sur un plus ample terrain plus tard. Alors, mais quand même, pourquoi Gerd ? C'était une personnalité attachante et charismatique. Et clairement, les autorités ont perçu qu'il avait une portée qui pouvait dépasser de loin les frontières de la région. Il était en correspondance avec Uriho Wichmann, par exemple. Et il aurait pu parler d'une voix tout aussi convaincante
en dehors de son Udmurtie. Et avec cette envergure, il n'était plus prêt à se soumettre aux caprices idéologiques du parti. Et ceci à un moment où il était important que tout le monde parle de la même voix, et Gerd avait une voix qui était incontrôlable, comme toute pensée affranchie et dangereuse au moment où le totalitarisme prend racine. En même temps, c'était quelqu'un de peu assuré, d'hésitant, qui avait son amour-propre, qui avait sa vanité, qui avait ses fragilités, et qui était donc vulnérable. Et ses condisciples, les gens qui le connaissaient, ne se sont pas privés d'en profiter pour s'engouffrer dans ses fentes. En fait, dans un moment particulièrement délicat de l'histoire de son pays, Gerd a vécu pleinement et s'est adonné à ce qu'il ressentait comme sa responsabilité vis-à-vis de son peuple. Et il l'a fait en homme, il l'a fait en artiste, et pas en politique, à un moment où seul le langage politique était admissible. Cela, Gerd en était revenu. Dans un article en 1929 sur la littérature udmurte, il reprend des commentaires sur l'écrivain qu'il avait tellement critiqué au début des années 20, Mikhail Ilyin, en le considérant comme un des meilleurs poètes udmurtes. Il a appris à réfléchir avec d'autres catégories. Alors, en travaillant sur Gerd, qui j'ai consacré beaucoup de temps, je me suis penchée sur ses œuvres et sur sa vie, qui a été fauchée en plein vol. En 1932, il a été inculpé, une inculpation qui aboutira à une condamnation à mort, ensuite commuée à 10 ans de camp, mais qui se termineront le 1er novembre 1937 par son exécution. Cela, nous le savons aujourd'hui, mais moi je me souviens encore de la période où même Foma Kuzmich Irmakov, qui s'était complètement dédié à l'étude de Gerd, ne savait pas quel avait été son sort et écrivait qu'il était sans doute décédé en 1943, mais on ne savait absolument rien. Il a fallu attendre 1991. Et du coup, j'ai senti qu'on a une sorte de devoir vis-à-vis de sa mémoire, non pas de le réhabiliter, car c'est fait, mais de le remettre à sa place, de l'évoquer comme un représentant vivant d'une époque qui est confrontée à tous les défis et à toutes les incertitudes. C'est quelqu'un qui cherchait, à une époque où il n'était pas conseillé de chercher, où il était plus sûr d'avoir déjà trouvé ce que le parti disait. Et c'est ce que je souhaitais vous transmettre avec cette présentation à Paris aujourd'hui. Voilà, j'ai terminé.